Oui, il y a effectivement tant et tant à dire sur les manipulations de l'information et ce qui était extrêmement singulièrement amusant, si je puis dire, c'était la photo livrée par la BBC qui était censée illustrer le massacre de Oula et qui était une photo qui était prise en 2003 avec le massacre de Fallujah. Donc, si le collectif fasse... Pardon ? En Irak, oui. Fallujah, c'est effectivement en Irak. Peu importe pour la BBC, elle s'est excusée en disant qu'elle ne contrôlait pas ses sources. Mais nous comprenons cela d'une façon extrêmement nette. Quand on diffuse une fausse information, alors qu'ils sont tout de même à la source et responsables de ce qu'ils font, ils savent parfaitement que le démenti qu'ils porteront après ne sera pas vu ni entendu pour les 3/4 des personnes qui ont vu la première photo. Donc, de toutes les façons, l'effet escompté est obtenu. Donc ça, c'est non seulement de la manipulation, mais c'est de l'escroquerie gravissime, qui rejoint ce dont nous parlions tout à l'heure. Bon, le collectif va présenter donc ses conclusions après toute cette présentation, et nous voudrions alerter ceux qui prétendent vouloir nous représenter que leur tâche sera extrêmement ardue, parce que le monde actuel connaît effectivement une phase transitionnelle. Cette phase de transition, nous avons pu la voir dans les années 90. Personne n'y a prêté attention parce que ces crises financières qui ont dévasté, ruiné des continents, des sous-continents entiers, la Russie, pardonnez-moi, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, ça ne concerne pas le centre. D'ailleurs, dans les années 2000, le système a mis en place finalement une façon d'éponger l'explosion et l'éclatement de la bulle Internet. En faisant quoi ? En envoyant des soldats, l'armée, apporter la démocratie, lutter contre le terrorisme en Afghanistan et en Irak. Et dans cet Irak, ils ont perpétré, donc ils ont tué des populations civiles, ils ont fait retourner l'Irak à l'âge de pierre, ils ont institué des viols institutionnels de l'armée à Abu Ghraib. 10 ans plus tard, le système financier n'est pas au mieux. Le monde occidental est au plus mal par cette crise financière, qui n'est pas simplement une crise financière, qui se multiplie, se conjugue à une crise idéologique, une crise climatique, une crise environnementale, bref. Pourquoi la France voudrait continuer à être remorquée par une puissance hégémonique en déclin ? Pourquoi veut-elle absolument exercer cette fonction de force supplétive pour les États-Unis d'Amérique ? Mais je voudrais attirer votre attention sur la chose suivante. Quel est le point commun entre la Libye et la Syrie ? Ce n'est pas du tout, comme on peut le prétendre ailleurs, un régime dictatorial et autoritaire. Peut-être, mais ces régimes dictatoriaux et autoritaires existent ailleurs et ne dérangent en aucun cas la puissance occidentale. Le point commun, c'est l'absence de dette souveraine. Et ça, le système ne le supporte pas. Donc, nous invitons nos prochains députés à concentrer leur attention, non pas à aller porter la guerre chez des peuples qui ne sont pas colonialisés dans le champ de l'esclavage financier, mais plutôt à porter leur attention sur la dette souveraine que nous avons ici dans ce pays. Et je dirais en 2 points que cette dette souveraine, elle n'est pas créée ex nihilo. Une dette, c'est des recettes et des dépenses. Qu'ont fait tous les gouvernements néolibéraux français ? Ils ont réduit de façon considérable les recettes fiscales de l'État. Entre 2006 et 2009, les recettes publiques ont décliné de 50,6 à 49,2. Les prélèvements obligatoires sont passés de 44,1 en 2006 à 42 en 2009. Et parmi les réformes extrêmement urgentes qu'ils auront à apporter sur la scène de l'Assemblée nationale, l'une qui est fondamentale, qui concerne l'économie, c'est interdire la spéculation financière et toute spéculation. Parce que je rappelle que les spéculations sur les matières premières et sur les denrées de première nécessité ont été ce qui a consisté finalement en une répétition générale des révolutions dites du jasmin
et de la place Tahrir. Les révoltes de la fin de 2008, c'était une réponse aux spéculations sur les denrées des matières premières qui est complètement libéralisée. Donc, effectivement, ces fameuses révolutions arabes ou ailleurs dans le monde, elles ne pourront en aucun cas aboutir si elles ne se constituent pas une économie responsable et indépendante. Donc, nos députés, y compris en France, devront aider à construire une économie responsable. Responsable parce qu'elle va limiter et empêcher l'existence des monopoles, limiter les profits illimités des accapareurs, et responsable au niveau de l'environnement. Et pour en terminer, très, très rapidement, je vais vous le lire, c'est l'un des prédécesseurs des députés de l'Assemblée nationale française qui a, donc je vais donner ce fragment de son discours, je vous dirai de qui il s'agit plus tard. Il ne fallait pas une révolution sans doute pour apprendre à l'univers que l'extrême disproportion des fortunes est la source de bien des maux et de bien des crimes. En définissant la liberté, le premier des biens de l'homme, le plus sacré des droits qu'il tient de la nature, vous avez dit avec raison qu'elle avait pour borne les droits d'autrui. Pourquoi n'avez-vous pas appliqué ce principe à la propriété qui est une institution sociale? Comme si les lois éternelles de la nature étaient moins inviolables que les conventions des hommes. Je vous propose de réformer les vices de vos déclarations en consacrant les vérités suivantes. Article 1. La propriété est le droit qu'a chaque citoyen de jouir et de disposer de la proportion des biens qui lui est garantie par la loi. Article 2. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l'obligation de respecter les droits d'autrui et d'abord le droit de vivre. Ceci était un extrait du discours de Maximilien Robespierre le 24 avril 1793 à la Convention en vue de présenter un projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous remercie.